Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. En revanche, c'est plus bas que le problème se pose car avec le réchauffement climatique, l'enneigement devient de plus en plus incertain. Et cela pose un gros problème économique. La France est un des pays qui a le plus investi et qui continue à investir dans l'or blanc. On a désormais le plus grand domaine skiable du monde. Il accueille près de 8 millions de touristes chaque année. En employant plus de 100 000 personnes, la glisse est devenue la source de revenus principale de la montagne. Un hiver sans neige, c'est toute une économie qui vacille. Avez-vous reconnu cette voix ? Eh oui, c'est bien celle de La Petite Voix dans la célèbre émission C'est pas sorcier. En 2015, l'émission avait déjà consacré un sujet à l'enneigement en moyenne et haute montagne, en se préoccupant du fait que, compte tenu du réchauffement climatique, il serait indispensable pour les stations de ski de s'adapter et de rebondir. C'était il y a 9 ans. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Voilà ce que j'ai essayé de comprendre lors de mon excursion dans le Pays Gex. On le sait, les Alpes se réchauffent 2,5 fois plus vite que le reste de la France métropolitaine. Tous les ans, à l'approche de l'hiver, les stations de ski commencent à fourmiller. Les saisonniers arrivent par milliers et les dameuses sortent des garages. Sauf que, depuis plusieurs années, les aléas climatiques confrontent les stations à une réalité que bien souvent, elles préféreraient ignorer. Alors, il y a quelques semaines, je me suis rendue au Pays Gex pour comprendre comment ce territoire de moyenne montagne s'adaptait aux nouvelles conditions climatiques. Si comme moi, vous avez besoin que l'on vous rafraîchisse la mémoire et que l'on vous aide à placer le Pays Gex sur une carte, je vous laisse écouter Bruno Bourda, directeur de l'Office de tourisme, qui nous présente les différentes facettes de ce territoire. Donc ce territoire, il se situe dans le Grand Genève. Dans le Grand Genève, donc dans le département de l'Ain. Il se situe également, on va dire, à la frontière des cantons de Vaud et de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque nous avons une partie du territoire qui est située dans le massif, dans les montagnes du Jura, où nous détenons sur ce territoire-là les points culminants du massif du Jura. Donc nous avons en gros notre Mont Blanc qui est ici et nous avons une vue panoramique sur cette destination, à la fois sur le Léman et toutes les Alpes du Nord avec ces sommets majestueux et ces couchers de soleil somptueux. Nous sommes effectivement sur une destination qui vit à l'année. Nous sommes sur une destination à la fois périurbaine et de moyenne montagne où il y a en fait des pôles touristiques qui se créent naturellement. Et donc il y a ces liens en fait qui se font en ayant une approche autour de la montagne, la découverte effectivement de la montagne avec ces activités qui s'y retrouvent, donc tout ce qui est en lien avec l'outdoor de manière générale. C'est une montagne qui est relativement douce et facile d'accès, donc pour des premières fois, pour des premières découvertes, des premières expériences, mes premiers séjours à la neige ont été effectivement, pour un grand nombre, faits ici par rapport aussi à la composition de l'offre d'hébergement que l'on a sur une partie de la destination. Comme nous venons de l'entendre, les activités proposées sur le territoire sont diverses et variées. Lors de mon séjour, j'ai eu la chance de découvrir des personnes déterminées à faire vivre le Pays Gex tout en préservant son incroyable environnement. Et oui, parce que figurez-vous qu'une partie du territoire est classée comme réserve naturelle. C'est ce que m'a expliqué Johan Rosset, conservateur de la réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura. Alors c'est un territoire qui est particulier puisque donc il est entièrement dans le département de l'Ain. Il représente un bon tiers du territoire du Pays Gex et c'est donc un territoire qui est soumis à une réglementation particulière en raison de sa biodiversité, de la richesse faunistique, floristique et de ses habitats. Donc c'est une des plus grandes réserves de France puisqu'avec ses 11 000 hectares, elle est la 4e plus grande de la métropole.
On a une faune qui est très riche, une faune montagnarde, même si c'est de la moyenne montagne. Alors les espèces emblématiques sur le territoire, si on prend la faune, c'est notamment le grand tétras, donc c'est un gros oiseau sauvage, forestier, qui est protégé depuis quelques années et qui est vraiment en situation critique aujourd'hui. Il a disparu des Alpes, par exemple. Et sur le territoire, le massif jurassien, on est dans les derniers massifs où l'espèce est encore présente aujourd'hui. Dans les Vosges, il est vraiment en phase de disparition. Et puis, il y a encore dans les Pyrénées où la population est relativement bonne, quoique descendante, déclinante quand même. Mais voilà, c'est une espèce qui est vraiment menacée. Sinon, sur la partie, on a également le lynx boréal qui est présent. Donc, c'est vrai que le Jura, notamment, est vraiment le noyau de population de cette espèce. On a le retour du loup. On a également de l'aigle royal. On a plein de petits oiseaux de forêt, que ce soit au niveau des pics, des petites chouettes de montagne. Et puis après, en flore, on a des espèces assez emblématiques qu'on va appeler des artico-alpines. Donc, c'est vraiment des espèces qu'on peut trouver à plus haute altitude dans les Alpes, que nous, on va trouver dans certains secteurs à moindre altitude. Et voilà, puis des habitats relativement bien conservés avec une prépondérance au niveau milieu forestier, puisque sur les 11 000 hectares, on a quasiment 8 000 hectares de forêt. Alors voilà, nous en sommes là. Un territoire de moyenne montagne qui subit de plein fouet les aléas climatiques dus au réchauffement de notre belle planète. Le 6 février 2024, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « Les stations de montagne face au changement climatique ». L'institution nous rappelle d'abord les faits, à savoir qu'aujourd'hui la France se classe au 2e rang mondial du tourisme hivernal, juste derrière les États-Unis. Le tourisme hivernal de montagne s'est fortement développé en France dans les années 60-70, avec notamment la construction de stations de sport d'hiver dans le cadre de plans neige initiés par l'État français. L'une des conséquences de cette politique de développement des stations a été de rendre les espaces de montagne fortement dépendants du ski. J'avais eu l'occasion d'en discuter d'ailleurs avec Valérie Pommier, directrice de l'ONG Résilience Montagne, que j'ai interviewée l'année dernière au micro de Basilic. Je vous indiquerai le lien de cet épisode en barre de description car je pense qu'il peut vraiment compléter celui que je vous propose aujourd'hui. Durant mon escapade dans le pays Gex, j'ai vraiment tenu à comprendre et essayer de recueillir le témoignage des personnes impliquées dans la station Mont-Jura, donc la station qui gère à la fois le ski alpin et le ski nordique. J'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Thibault, gérant du SMMJ, syndicat mixte des Monts-Jura, au col de la Faucille. Avec Guillaume, nous avons pu échanger autour des problématiques rencontrées aujourd'hui par les stations de ski, mais également du modèle économique et des investissements que représente chaque télésiège, chaque télécabine et tout autre système nous permettant de circuler en moyenne et haute montagne. Cette station familiale date des années 50 et comprend différents sites qui sont exploités par la SMMJ. Il s'agit d'une station de moyenne montagne, comme nous le rappelle très bien Guillaume Thibault. Alors l'altitude, on est ici au col de la Faucille à 1300 mètres jusqu'à 1006, et puis sur le secteur de l'Elex-Crozet, le village de l'Elex est aux alentours de 900 mètres d'altitude, et le point culminant à un tout petit peu moins de 1700 mètres. Voilà. Et le site de la Vatay, pareil, 1300 jusqu'à un peu moins de 1500 mètres d'altitude. Donc on est effectivement station de moyenne montagne. J'ai ressorti un petit peu les historiques de nombre de jours d'ouverture depuis 2015-2016. On n'a pas tant de variations énormes. Alors j'enlève ces 2 dernières années, alors particulièrement l'année dernière où on est passé sous les 60 jours d'exploitation. Mais c'est des sites qui font entre, on va dire, 90 et 110 jours d'exploitation. Un petit peu plus pour le nordique parce qu'on a besoin d'un petit peu moins de neige, donc il nous arrive d'ouvrir assez tôt dans la saison et de fermer un peu plus tard. Mais on va dire qu'on est aux alentours d'une centaine de jours d'exploitation et on remarque vraiment l'année dernière vraiment une grosse difficulté, quasiment divisée par 2, 55 jours d'exploitation. Et puis là on avait plutôt bien démarré cette saison. On a ouvert dès le début décembre le site de la Faucille sur les week-ends. Le site de Nordique est ouvert depuis fin novembre, quasiment en continu jusqu'à cette semaine. Alors, il faut savoir que ces propos ont été recueillis fin janvier 2024 et que depuis, le site du col de la Faucille n'a pas réouvert ou que très peu, faute de neige.
Alors, il faut savoir que dès 2020-21, en fait, l'étude ClimSnow a été réalisée sur l'ensemble de la station et qui nous projette effectivement avec des difficultés d'enneigement au-dessus de 1300 mètres d'altitude, surtout sur des sites qui ne sont pas sécurisés avec de l'enneigement artificiel. Alors, il faut savoir qu'on a le site de l'Elex-Crozet qui, lui, est sécurisé, on va dire, à 60-70% en neige, mais pas du tout le site de la Faucille et encore moins le site de Nordic. Donc oui, forcément, ça fait partie de notre métier aussi de réfléchir à la suite et de se projeter, sachant que nos prédécesseurs avaient quand même déjà aussi anticipé pas mal de choses. Il faut savoir que le site de la Faucille a déjà sa luge sur rail depuis 2009-2010. Donc, c'était une des premières luges sur rail en France. Il y a déjà des aménagements 4 saisons qui ont été faits, avec un site de la Faucille qui fonctionne très bien sur le printemps, l'été et le début de l'automne. Après, aujourd'hui, il faut mettre en perspective les revenus qui sont générés par ces activités-là au regard des revenus qui sont générés par le ski. Aujourd'hui, on va dire qu'on fait, avec cette activité été qui fonctionne bien, environ 10% de nos revenus sont générés par l'été. Et 90% sont encore du ski, soit nordique, soit alpin. Donc c'est sûr que sortir de ce modèle-là, c'est pas si simple que ça. D'autant qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on a quand même une activité qui est particulièrement capitalistique en termes d'investissement. Une remontée mécanique comme celle qu'on voit là ou celle qui est à l'Elex-Crozet, c'est maintenant, ça se balade facilement entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà. Donc typiquement, on prend un cas très concret, on a la remontée mécanique de l'Elex, aujourd'hui la télécabine, qui emmène du cœur de village sur le haut du domaine, qui nous projette à 1400 mètres d'altitude environ. Celle-ci, elle a 42 ans. Elle est avec une technologie de pince, ce qui vient accrocher sur le câble qui commence à être obsolète. Obsolète, ça veut dire que si j'ai un problème aujourd'hui, il en reste une vingtaine en France d'appareils comme ça. S'il y a un problème quelque part en France, du jour au lendemain, on peut être frappé d'arrêter l'exploitation. Donc on arrive au bout de cette remontée mécanique. Et celle-ci, si je veux la remplacer en lieu et place, c'est 15 millions d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, les revenus qu'on génère dans nos autres activités hors ski ne nous permettent pas d'amortir de tels investissements. Alors on est en train d'y travailler, on est en train de réfléchir à un plan global d'aménagement qui continue notre diversification, mais qui renforce en tous les cas le produit ski tant qu'on peut, et tant qu'on peut générer des revenus de ski, parce qu'on ne saura jamais passer de l'un à l'autre du jour au lendemain. Et on est obligé aujourd'hui de générer ces revenus pour se payer notre diversification. Ou alors, après, c'est de l'argent public qui est injecté complètement. Mais l'argent public, ils n'ont pas de machine non plus à billets. Et ils ont d'autres enjeux aussi liés à la transition, liés au transport, liés à la décarbonation du transport, par exemple. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi d'autres enjeux qui sont en jeu au niveau des pouvoirs publics. Donc ce modèle n'est pas si simple que ça et la transition n'est pas si simple que ça. Donc nous, le modèle qu'on propose, c'est tant qu'on peut faire du ski et tant qu'on a une qualité de ski qui est bonne, on génère du revenu du ski qui nous permet de faire des investissements qui demain répondent effectivement à moins de jours d'enneigement, à des propositions pour nos clients qui vont vers de la diversification plutôt dans le printemps, un peu plus tard sur l'automne. Voilà. Mais ça se fera avec un modèle ski qui tient encore, quoi. Voilà. Sauf si on a des généreux donateurs qui donnent des millions d'euros. Voilà. Donc pour ça, on est en train d'investir typiquement au col de la Faucille. On est en train de racheter un accrobranche qui était présent. On a en projet du coup des activités touristiques 4 saisons sur l'Elex, qui a peu d'activités été aujourd'hui, à part la randonnée. Donc c'est des randos toboggans, donc on part d'en haut et avec des enchaînements de toboggans on peut venir. C'est de développer aussi tout ce potentiel lié à la vue sur le Léman et sur les Alpes, donc vraiment toutes les zones contemplatives qu'on peut avoir au sommet, et voilà, de générer aussi des petites boucles de randonnée à thème. L'idée étant que on puisse emmener les gens là-haut pour leur raconter une histoire, leur raconter et qu'ils aient des choses à faire, voilà, à mettre de la petite restauration, enfin voilà. Et ça peut fonctionner l'hiver, ça peut fonctionner l'été. Donc c'est vraiment ce vers quoi on se tourne, mais pour ça il y a besoin de revenus parce que des remontées mécaniques ça coûte extrêmement cher, la moindre intervention qu'on fait dessus ça coûte extrêmement cher, et que je tourne l'hiver ou que je tourne l'été, là maintenant je dois la faire. À l'écoute du témoignage de Guillaume Thibault, on comprend donc bien
que les stations de ski vont devoir s'adapter et qu'elles ont d'ores et déjà commencé à le faire, mais que de véritables problèmes économiques se posent. Alors je ne prétends pas avoir de solution, je serais bien mal placée pour vous en donner une. Néanmoins, je trouvais très intéressant de tendre le micro à tous les acteurs et actrices du territoire pour comprendre ce à quoi ils étaient confrontés au quotidien. La Cour des comptes, dans son dernier rapport de février 2024, prône la nécessité d'une gouvernance élargie et d'une meilleure préservation des ressources naturelles. L'institution essaie d'envisager des pistes et propose des réflexions autour de cette thématique centrale qu'est l'avenir des stations de ski en montagne. Ce qu'elle constate, c'est qu'avec une gouvernance centrée sur l'échelon communal et des regroupements insuffisants, l'organisation actuelle ne permet pas aux acteurs de la montagne de s'adapter aux réalités du changement climatique à l'échelle d'un territoire. Comme d'autres grands pays du ski, la France aurait donc tout intérêt à promouvoir une organisation fédérant l'ensemble des acteurs concernés autour de projets de territoire et d'une gouvernance élargie permettant de préserver les ressources et de valoriser les espaces naturels. Voilà ce que nous dit la Cour des comptes. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite vraiment à lire le rapport émis par la Cour des comptes en février dernier. Comme nous l'ont expliqué Johan Roset et Bruno Bourda, l'activité touristique du Pays Gex ne se résume pas seulement à la pratique du ski alpin et nordique. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai pu tendre le micro à différents acteurs du territoire, c'est leur amour pour la nature, leur amour pour la protection du bel environnement dans lequel ils ont la chance d'évoluer. Alors, si l'enjeu des stations de ski de moyenne montagne reste bien évidemment primordial, force est de constater que sur le territoire, d'autres acteurs essaient de faire leur part, d'avoir une approche de vie plus durable, plus raisonnée, plus résiliente. Pour conclure cet épisode, je vous invite donc à écouter Nicolas Guiton. Nicolas Guiton est paysan, éleveur de chevaux de Trécontois et guide de moyenne montagne. Il propose également quelques activités touristiques afin de sensibiliser les touristes au réchauffement climatique en montagne. Il nous raconte pourquoi et comment il a choisi d'exercer son métier de manière ancestrale. J'ai décidé de revenir aux sources, de faire un retour aux sources et de réapprendre l'ensemble des techniques et des savoir-faire que ma famille avait initiés. Donc c'était l'occasion pour moi de revenir sur un territoire de montagne, puisque la montagne c'est une passion, c'est quelque chose qui me touche profondément, auquel j'y suis extrêmement attaché et sensible. Et c'était une opportunité pour moi, il y a un peu moins maintenant de 28 ans, en réhabilitant cette ferme qui se situe à 1060 mètres d'altitude, qui date de 1774, de pouvoir pratiquer la montagne, de pouvoir pratiquer l'agriculture comme on le faisait autrefois. Donc moi, j'ai préféré revenir à une échelle humaine, à une taille humaine, avec notamment l'énergie animale. Le cheval de trait, et notamment le cheval de Trécontois, est vraiment approprié sur nos territoires, parce que la topographie du terrain est délicate. Et donc, le cheval de Trécontois, il a cette capacité à pouvoir s'adapter à cet environnement qui est à la fois rustique, avec des hivers compliqués et une neige forte, mais aussi cette capacité de pouvoir travailler aussi bien dans les activités de débardage, avec la gestion de nos bois en forêt, les activités de maraîchage, avec le labour en vigne, notamment sur la région de Poligny et d'Arbois, mais pas que. Et bien évidemment, le déplacement en calèche ou en luge attelée, puisque je pratique effectivement la luge attelée l'hiver en activité de loisir pour les touristes qui sont de passage. Si vous souhaitez rendre visite à Nicolas Guiton et découvrir ses chevaux, n'hésitez pas à consulter la barre de description, je laisserai un lien vers son site internet. Et puis, vous pouvez aussi vous rendre sur le compte Instagram de Basilic Podcast, puisque j'ai publié un réel pour mettre à l'honneur ces beaux chevaux de Trécontois.
J'espère que cet épisode immersif vous aura plu. Comptez sur moi pour continuer d'aborder le sujet de la montagne sous le prisme de l'urgence climatique et des enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est un sujet que je trouve passionnant et que je continuerai d'adresser pendant les prochaines années. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle interview. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.